Et puis quand tu rentres chez toi, tu parles de paddle, tu regardes des matchs de paddle. Pas forcément au bout d'un moment, t'as la question qui se pose, est-ce que je pourrais essayer de vivre du paddle? Donc, de toute façon, à partir du moment où t'es copié, t'es un peu vénère parce qu'on t'a copié, ça veut dire que tu fais bien ton travail. Si on te copie pas, c'est que tu fais du taf de merde. Tu sais, la légitimité, c'est un peu la légitimité que les gens te donnent. Le lot de tout créateur de projet, de tout entrepreneur, d'avoir 70% d'emmerde pour 30% de succès. Tu peux dire, t'es le plus gentil du monde, tu fais payer personne, à la fin ton projet il marche pas. Parce que quand tu gagnes de l'argent, tu peux réinvestir cet argent-là pour faire de meilleurs projets. Le fameux phénomène, je suis niveau 7, je cherche des joueurs niveau 7+, alors qu'en fait le mec il est niveau 3. Donc c'est pour ça que j'avais créé ce test d'entrée à la base, ce qui permettait d'avoir une certaine forme de qualité dans le groupe, parce qu'on désire toujours plus quelque chose qu'on peut pas avoir que quelque chose qu'on peut avoir très facilement. L'être humain est un animal social, il a besoin d'être en groupe pour exister. La qualité professionnelle, ça s'acquiert avec le temps. La loyauté et l'intégrité, pour moi, c'est des facteurs qui sont vraiment indispensables. Si tu cherches à plaire à tout le monde, à la fin tu plais à personne. Le paddle n'a pas besoin de pub, il a besoin de vérité. Je m'appelle Franck Maes et voilà pourquoi j'ai créé Alpha Paddle Podcast. Et aujourd'hui, j'ai enfin réussi à coincer quelqu'un qu'on voit partout, mais qu'on n'entend jamais vraiment. Créateur d'une communauté de plus de 1400 joueurs, organisateurs, juges arbitres, toujours au cœur des projets et parfois des polémiques. Mais aussi, il faut le dire, quelqu'un qui aime bien être au centre du jeu. Aujourd'hui, on va voir si tout ça repose sur une vraie vision ou juste sur un mec qui a bien compris comment se rendre indispensable. Franck, merci d'être là. Déjà, première question, t'es à l'aise avec le fait de t'interviewer toi-même ou t'as hésité un peu quand même? Je t'avouerai que quand tu m'as envoyé le message pour me demander si je devais venir sur l'interview d'Alpha Paddle, j'ai un peu hésité. Et puis après, je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée. Tout d'abord, est-ce que c'est pas un peu mégalomane ce type d'interview? Bah ouais, en fait, je pense qu'effectivement, c'est un peu mégalo, mais ça donnera un peu d'eau au moulin de toutes les personnes qui diront que j'ai une grosse tête. Et comme ça, au moins, ça leur fera plaisir. Ils pourront dire que j'ai vraiment une grosse tête. Et comme ça leur donnera un peu raison. Bon, ok, plus sérieusement, si je te demande aujourd'hui de te définir, toi, t'es plutôt un joueur, un organisateur ou quelqu'un qui essaie de créer quelque chose de plus grand? En fait, à vrai dire, c'est un peu un mix de tout ça. Parce que j'ai commencé, j'étais un joueur, un simple passionné. Et puis de joueur, je me suis transformé en juge-arbitre. Au départ, quand j'ai fait la formation pour être juge-arbitre, c'est juste pour en apprendre plus sur le paddle. Et après, en ayant fait un tournoi vers Dunkerque, j'ai rencontré un juge-arbitre qui m'a expliqué plein de choses sur le juge-arbitrage. Je me suis dit, effectivement, on peut en vivre du juge-arbitrage, mais peut-être qu'on en parlera plus tard dans l'interview. Et moi, je suis un passionné. Et quand je suis un passionné, j'aime bien aller au bout des choses. Je suis un peu un extrémiste dans ma manière de penser. Et j'ai vite vu que dans le paddle, il y avait plein de choses à faire pour professionnaliser tout ce monde-là. Et à vrai dire, dans tout mon parcours, parce que pour les gens qui ne me connaissent pas, en fait, j'ai déjà fait pas mal de choses. J'ai déjà monté plusieurs boîtes, j'ai déjà fait des chaînes YouTube. Et j'ai la particularité, ou je sais pas, je pense que c'est peut-être aussi tous les entrepreneurs, c'est que moi, quand j'ai une passion, je la transforme tout le temps en business. Parce que pour moi, vivre de sa passion, c'est le Graal. Si aujourd'hui, on pourrait dire à toutes les personnes qui nous suivent aujourd'hui, on peut vous payer pour faire votre passion, je pense qu'ils accepteraient direct. Donc, et j'espère qu'ils y arriveront. Donc, le but, c'était ça. Au tout départ, c'était vraiment juste d'être joueur, parce que je kiffais. Mais au bout d'un moment, quand tu pars 4-5 heures par jour sur un terrain de paddle et que quand tu rentres chez toi, oui, parce qu'au début, je jouais 4-5 heures par jour, j'étais vraiment malade. Et puis, quand tu rentres chez toi, tu parles de paddle, tu regardes des matchs de paddle. Pas forcément, au bout d'un moment, tu as la question qui se pose, est-ce que je pourrais essayer de vivre du paddle? Donc, il y a plein de choses. Il y a être prof de paddle, il y a monter son complexe, il y a avoir un média, il y a avoir sa gamme de textiles, de raquettes. Il y a plein de choses qui permettent de pouvoir vivre de sa passion. Donc, à la base, tu es un joueur comme tout le monde. Comment tu passes de je joue au paddle à je crée Alpha Paddle? Eh bien, en fait, au tout départ, l'histoire, elle a commencé au club de l'Ouest Sannois. Pour tous ceux qui connaissent, j'espère que vous pourrez mettre un commentaire pour dire que vous étiez là au début. Tout simplement, en fait, il y avait un groupe dans ce club. Et ce groupe était victime d'un phénomène toujours récurrent dans le monde du paddle. Le fameux phénomène, je suis niveau 7, je cherche des joueurs niveau 7+. Alors qu'en fait, le mec, il est niveau 3. Puisque la grille d'évaluation des niveaux de paddle est assez floue, puisque c'est de l'auto-évaluation. Donc, s'auto-évaluer, c'est toujours délicat, on se voit toujours plus beau qu'on ne l'est. C'est un peu comme l'intelligence, on juge avec sa propre intelligence, donc on dira jamais qu'on est con. C'est un peu le même principe. Et donc, rapidement, j'ai vu qu'il y avait un problème,
puisque moi, je jouais avec des gars. Bon, j'étais nul, j'étais vraiment très nul. C'était un truc de ouf. D'ailleurs, je passe un bonjour à tous les anciens du club qui acceptaient de jouer avec moi parce que j'étais vraiment claqué au sol. C'était un truc de ouf. J'étais une merguez sur le terrain. Et au fur et à mesure, j'ai progressé quand même. Parce que forcément, quand tu passes 4 heures sur le terrain, même si j'ai jamais fait de tennis, j'ai quand même progressé, heureusement d'ailleurs. Et puis, je me suis aperçu qu'il y avait un problème dans les parties. Et un jour, j'ai un pote à moi qui m'a dit j'ai du mal à trouver des bons joueurs. Et donc, je me suis dit je vais créer un petit groupe WhatsApp où je vais proposer à tous les joueurs que je trouve d'un niveau correct de créer ce groupe-là. Et les mecs m'ont dit oui. Au tout départ, on était 6, je crois. Et donc, on jouait beaucoup entre nous. Puis au fur et à mesure, j'ai rencontré de plus en plus de personnes. Et on faisait rentrer au fur et à mesure toutes les personnes dans ce groupe. Pourquoi ce groupe a marché plus qu'un autre groupe ? Tout simplement parce qu'il y avait un test d'entrée pour aller dans ce groupe-là. C'est-à-dire que le test d'entrée, là aussi, les mecs, ils vont se dire que je suis mégalo, c'était de faire un match avec moi. Et donc, moi, je jugeais le mec, par rapport à mon niveau, bien sûr. Où je disais, écoute, t'es bon, donc tu peux rentrer dans le groupe. T'es pas bon, tu peux pas rentrer dans le groupe. Enfin, je disais pas t'es pas bon parce que tu connais le joueur de paddle. Il est capable de se vexer très rapidement. Donc, je lui disais, ça sert pas pour tout de suite, faut peut-être progresser. Et résultat, le groupe a pris au fur et à mesure et on se retrouvait avec un groupe de qualité. Parce qu'aujourd'hui, dans les groupes WhatsApp, le problème qu'il y a, c'est la sélection des niveaux. Moi, je suis dans plusieurs communautés WhatsApp, de plusieurs clubs d'ailleurs. Et je vois tout le temps, ils répertorient les niveaux, mais il n'y a aucun filtre d'entrée. Ce qui fait que moi, demain, je peux être niveau 8 si je veux. Donc, je vais dans le groupe niveau 8. Et les mecs, ils vont dire, je recherche une partie avec des gars. Moi, je vais me ramener. Je vais être tout naze. Les mecs ont payé 20 € pour jouer avec un mec tout naze comme moi. C'est le même principe à chaque niveau. Donc, c'est pour ça que j'avais créé ce test d'entrée à la base, ce qui permettait d'avoir une certaine forme de qualité dans le groupe et d'avoir des joueurs qui avaient été sélectionnés. Donc, forcément, c'était quand même un filtre d'entrée qui permettait de maintenir une qualité dans ce groupe. Et de plus, vu que j'ai fait quand même pas mal de marketing et que j'ai travaillé beaucoup des concepts de marque dans ma précédente vie, et je savais très bien qu'avoir un test d'entrée, ça allait frustrer les gens. Mais quand il y a de la frustration, ça donne aussi l'envie d'appartenir. C'est-à-dire qu'en gros, si c'est porte ouverte, t'as un peu moins d'intérêt d'y aller. Parce que tu te dis que tu peux y rentrer n'importe comment. Si on prend le principe d'une Rolex, pourquoi c'est hyper intéressant. Enfin, les gens ont envie d'en avoir une. Enfin, pas tout le monde, mais les gens se disent avoir une Rolex, c'est une marque spécifique. C'est parce que tout le monde ne peut pas en avoir une. Pareil pour une Ferrari, pareil pour toutes les belles choses. Et moi, je voulais faire la même chose à la base. Alors, au tout début, l'histoire commence avec un groupe WhatsApp. C'est quoi l'idée de départ ? Et surtout, qu'est-ce qui te dérangeait dans ce qui existait déjà ? Alors, l'idée au départ, c'était vraiment de satisfaire mes potes. En fait, c'était juste ça. C'était juste satisfaire mes potes. Bon, moi, j'ai un côté un peu brut, un peu, ça doit être mon côté sicilien, donc le terme alpha, ça me correspond bien, mal alpha, tout ça, je trouvais ça cool. Puis d'un autre côté, j'avais pas appelé ça bêta alpha ou oméga alpha, quoi. Soit tu te mets tout en haut, voilà. Et j'avais pas appelé ça loser paddle, tu vois. Donc alpha paddle, ça me parlait bien. Le loup, ça me parlait déjà, même si j'avais pas le logo à la base. Donc voilà, c'était vraiment essayer de satisfaire les joueurs, mes collègues, et d'essayer de trouver de nouveaux joueurs à chaque fois qui soient mieux. Et le but, c'était de simplement ça. Après, bien évidemment, très rapidement, j'ai eu plusieurs idées qui me sont venues en tête. Donc, de créer une marque tout autour. Mais peut-être qu'on va en parler dans la suite de l'interview. Alors, dès le début, tu mets en place un système de sélection avec un match d'entrée. On est sur une communauté ou sur une forme d'élitisme assumé ? C'est une très bonne question. Je te remercie de me l'avoir posée. T'as une bonne idée. Un peu des deux, je dirais. Je dirais qu'en fait, effectivement, moi, je suis pour être le meilleur. Bien évidemment, être le meilleur sans écraser les autres. C'est important de le préciser. Le but, c'est pas d'écraser les autres. Le but, c'est d'être le meilleur. Par exemple, moi, quand je travaille une offre commerciale, je me dis pas je vais niquer l'autre, en fait. C'est pas ce que je me dis. C'est je vais le battre commercialement. Je vais utiliser tous les moyens légaux pour essayer de le battre, d'être le meilleur. Et c'est un peu le même principe avec le groupe que j'ai créé. Je me suis dit, pourquoi pas être le groupe des meilleurs, en fait. Et je trouvais ça intéressant d'avoir cette idée-là, parce qu'elle n'existait pas. Enfin, en tous les cas, je ne l'avais pas vue. Peut-être qu'elle existait, mais je ne l'ai pas vue. Et je me suis dit, oui, le fait de sélectionner les gens, ça fait un filtre d'entrée. Et forcément, on se dit, les gens parlaient de ce groupe-là. Et je me souviens encore de messages, c'était il y a un moment maintenant, mais on m'envoyait des messages, on me disait, ouais, Franck, comment on fait pour rentrer dans le groupe ? C'était limite, on prenait un rendez-vous avec moi pour faire un match.
Euh, C'était un truc de ouf. J'étais personne et les mecs m'envoyaient un message où ils demandaient à un pote, ils disaient ouais mais comment on fait pour rentrer dans Alpha Paddle? Alors l'autre gars il dit faut que tu fasses le match, faut que tu appelles Franck. Donc le gars m'appelait, on prenait rendez-vous, tu vois, c'est limite un entretien d'embauche, les mecs étaient stressés à la fin du match, ils me disaient alors j'ai été bon, ou des gars qui jouaient sur le terrain et ils étaient pas très bons et ils me disaient je te jure je suis meilleur que ça d'habitude. C'était assez drôle. C'était assez drôle d'ailleurs. Je me souviens, il y a Mounir qui travaille avec nous dans Alpha Paddle et qui m'en a parlé il y a peu de temps. Il m'a dit mon test d'entrée, c'était de jouer contre David Nguyen, qui est un joueur de l'OS Sanois et qui est maintenant, toute proportion gardée, tu m'excuseras David, au moment où je fais cette vidéo, toute proportion gardée, c'est qu'il est moins bon que Mounir. Et donc Mounir me dit, aujourd'hui, il me dit, ouais, mon test d'entrée, c'était de jouer contre David, tu vois. Donc c'était assez drôle. Et voilà, donc c'est comme ça que ça a été créé. Et c'est vraiment dans un but d'amélioration. Moi, de toute façon, dans tout ce que je fais, j'essaye toujours d'améliorer ce qui peut être fait et de me dire comment on peut être le meilleur, comment on peut faire les choses bien. C'est comme ce podcast, quand je l'ai créé, j'en parlais depuis longtemps. Je voulais faire quelque chose de propre. Et je disais souvent à mon associé, à Nouad, avec qui je travaille, je disais souvent, peu importe qu'on ait du succès, l'important c'est de faire des choses bien, c'est de faire des choses propres. On ne sait pas si ça fera 10 vues, 100 vues, mais tout ce qu'il y a, c'est qu'il faut qu'on soit fier de notre travail, donc faire quelque chose de propre. Et je pense qu'on a réussi. En plus, aujourd'hui, on a eu quand même un beau succès. Bon, je dévie un peu de la question, tu m'excuses, mais tu me connais, hein, des fois je parle un peu. On a eu un beau succès parce que la première vidéo qu'on a fait avec Adrien Maigret, elle a eu 12 000 vues, ce qui était incroyable. Moi, j'avais dit à Nouad, si on fait 1000 vues, c'est incroyable, on a fait 12 000 vues. Waouh. Et la deuxième avec John, on a fait 5000 à l'heure actuelle où je parle. Donc, c'était plutôt cool. Bon, ok. Là, il faut être honnête. Donc, on va être honnête pour tous les gens qui nous regardent. Au moment où tu juges les joueurs, t'avais vraiment la légitimité pour le faire? Bah, pour être honnête, non. J'avais pas du tout la... Enfin, quoique... Tu sais, la légitimité, c'est un peu la légitimité que les gens te donnent. Donc, moi, c'est pareil. Des fois, je reçois des messages de gars. Pareil, j'en parle avec Nouad. Les mecs, ils m'envoient leurs résultats. Tu vois, ils me disent ouais, Franck, t'as vu, j'ai fait 3e de P100, t'as vu, c'est trop bien. Mais moi, je suis personne, en fait. Moi, en fait, la réalité, je suis personne. Moi, ça me fait plaisir. Les mecs m'envoient ça et tout. Ça me fait plaisir. Ou je me dis, bah, c'est cool, c'est parce qu'ils m'estiment. Mais en vrai, je suis personne. Tu vois, moi, pour moi, je m'estime comme un joueur moyen. Un bon joueur moyen. Voilà, aujourd'hui, je suis 2800. C'est un peu la crise. Je descends. J'étais 2100 max. Pour un mec qui n'a jamais fait de tennis, je précise. Là, je suis un joueur moyen. Un joueur qui joue pas mal, quoi. Voilà. Tu vois. Mais je suis bien loin d'être un top joueur, tu vois. Et donc, c'est un peu la légitimité qu'on te donne. Donc, quand je faisais les tests, aux yeux des joueurs de Sanois, alors en plus, il faut remettre un peu les choses dans leur contexte, c'est que moi, je suis arrivé avec la deuxième vague de joueurs de paddle. J'aime bien nommer les vagues, en fait. Moi, j'ai pas été dans la première vague. Je suis pas un précurseur. Je suis pas un joueur qui est arrivé rapidement. Moi, quand j'ai commencé, il y avait déjà 40 000 compétiteurs. Alors, ça peut apparaître peu, parce qu'aujourd'hui, à l'heure où je parle, il y en a 110 000, un peu plus de 110 000, je crois. Mais j'étais dans la deuxième vague. Et donc, en fait, quand je suis arrivé, on était à Sanois, et l'évolution d'un joueur de paddle, ce qui commence en général dans un club un peu... Il commence dans une association en général, et puis après, quand son niveau évolue, il devient plus fort, il monte dans des clubs privés, parce que certes, c'est plus cher, mais la qualité de jeu peut être meilleure. Donc, on était tous à Sanois, parce que dans le coin, il n'y avait que ce club-là à l'époque. Moi, j'allais faire des tournois à l'île de loisirs de Cergy, les tournois d'Axel Hugon, très bon juge arbitre, et qui faisait des tournois là-bas. Et je me disais, en fait, les gars, ils me disaient, ouais, faut qu'on soit plus nombreux et tout ça. Donc je disais, ok. Et donc ils me le disaient. Donc moi j'avais la légitimité à travers leurs yeux. Après, moi-même, je me disais, je suis personne, mais il faut bien mettre un critère. Tu vois, le mec qui crée son truc, il se dit pas, ouais, je suis légitime, tu vois. Il se dit, je fais son truc. Parce qu'on a tous un petit peu le syndrome de l'imposteur. Si j'attendais après l'avis des autres pour savoir si je suis légitime ou pas, là, je ferais jamais rien, en fait. Donc moi, je prends le taureau par les cornes. J'ai fait. Alors évidemment, il y avait toujours des gens qui me disaient, mais pour qui il se prend, lui, pour savoir si je suis bon, je suis pas bon. Il y avait un joueur, une fois, il m'avait envoyé un message parce que je l'avais refusé. Il m'a envoyé un message en me disant, ouais, t'es qui toi? Moi, de toute façon, je m'en fous de ton groupe. Je voulais pas rentrer dedans et tout. J'ai expliqué, le mec n'a pas compris. Mais en vrai, s'il y avait autant de frustration, c'est parce qu'il avait envie d'y être dans le groupe. Sinon, s'il n'y a pas autant de frustration, il dit tant pis, c'est pas grave, en fait. À partir du moment où il y a autant de frustration dans les émotions, c'est que les gens ont envie d'en faire partie. Est-ce qu'il y a déjà des joueurs que tu as recalés et qui t'en ont voulu? Ouais, comme je disais tout à l'heure, il y en a plein. Hein. Franchement, en étant honnête, il y en a plein. Après, c'est une minorité.
J'ai un proverbe qui manage un peu tout ce que je fais, c'est un arbre qui tombe fait plus de bruit que 100 qui poussent. Donc forcément, il y a des mecs qui étaient pas contents, puis qui allaient dire ouais, pour qui il se prend, c'est de la merde, machin bidule. À l'époque, il y avait un groupe un peu qui essayait de faire un peu la même chose. Je me souviens plus comment il s'appelle. Comment ça s'appelait Elbar, je sais plus quoi. Et le gars, il se sentait un peu en concurrence avec moi. Moi, j'avais pas de concurrence, je m'en fous en fait. Chacun fait ses trucs. Moi, je fais mes trucs, je regarde ce que je fais et j'essaye d'être le meilleur dans ce que je fais. Après, les mecs étaient pas contents, forcément, je comprends. D'ailleurs, il faudrait que je raconte une anecdote sur ça, sur les mecs de Sannois. Un jour, je jouais avec des gars qui étaient déjà à un niveau un peu plus fort que moi parce qu'ils venaient du tennis. Mais bon, je me débrouillais parce que physiquement, ça va, je me débrouille pas mal. Donc, ils jouaient avec moi et je me blesse. J'ai une grave tendinite au coude et je pars des terrains pendant 3 mois. Et quand je reviens, je renvoie un message à tout ce groupe-là. J'étais en cours de création de Alpha Paddle. Et les gars me disent, il y a un des gars, il me dit non mais laisse tomber, t'es plus au niveau, nous on a grave progressé, donc en fait en gros il me fait comprendre que je suis une merguez et qu'il veut plus jouer avec moi. Et moi je me suis pas vexé en fait. Je me suis dit ok, bah, ce que je vais faire c'est que je vais m'entraîner et je vais devenir tellement fort que le mec c'est lui qui va m'appeler. Bon ça a pris du temps, en étant honnête ça a pris du temps pour que je devienne plus fort. Mais un jour il s'est avéré que ce mec là, il est venu et il m'a demandé de jouer un match avec mon partenaire historique qui s'appelle Damien Levasseur. Je lui fais un bisou bébé, si tu vois cette vidéo. Et qui est bien plus fort que moi, hein, d'ailleurs. Et à l'époque, il était déjà vraiment beaucoup plus fort que moi. Maintenant, c'est un peu moins... Enfin, c'est pas moins le cas. Il est plus fort que moi, mais disons que le niveau s'est resserré. Et ce gars-là nous envoie un message et il nous dit « Ouais, vous pouvez faire une partie avec nous. On a une équipe qui est annulée. » Et Damien et moi, on y va parce qu'on était un peu revanchards en plus, parce que le gars ne nous estimait pas. Et il s'avère qu'on les bat. Et forcément, il a pris un coup au moral. Et puis, il s'avère que la deuxième fois, on les bat. Et bah là, d'un seul coup, bah, j'étais plus devenu persona non grata, quoi. En fait, en gros, c'était bon. Et quelque part, bah, moi, je trouve ça juste. En fait, je pense qu'il faut démontrer, il faut pas se vexer quand quelqu'un vous dit bah, t'es pas de mon niveau. Moi, souvent, j'envoie des messages aux gars en disant est-ce que t'es vraiment niveau 5 ou 6, tu vois. C'est pas méchant, c'est juste que moi, en fait, je veux pas payer 20 € pour me dire je joue une partie, puis je perds mon temps, et puis le mec, il perd son temps, en fait. Si à la rigueur, je sais que c'est un mec qui a un niveau inférieur et j'y vais et je sais que c'est un niveau inférieur, bah ouais, cool. On passe un bon moment. Et puis, moi, quand même, j'ai fait beaucoup de parties avec des mecs qui jouaient moins bien que moi. Et attention, quand je dis ça, calmez-vous, les gars, en commentaire. J'ai pas un niveau de ouf, tu vois. Mais c'est juste, j'ai joué avec des mecs moins forts. Et j'ai fait d'ailleurs beaucoup de tournois avec des mecs moins forts. Parce que ça me fait plaisir. Et moi, je vois le paddle comme un partage. C'est-à-dire que moi, des fois, j'ai eu l'occasion de jouer avec des mecs qui sont vraiment beaucoup plus forts que moi. Je remercie d'ailleurs Julien Blot, qui est le seul top 1000 avec qui j'ai pu jouer, qui m'a accordé l'honneur de jouer avec lui. Julien Blot, qui est à l'AS Mantes. Et bah, tu vois, lui, il joue avec moi, donc c'est cool. Bah, moi, c'est normal que je joue avec des mecs un peu moins forts. Je trouve que c'est le partage, en fait. Et c'est pour ça que je trouve que c'est l'esprit même du paddle. Après, il ne faut pas tout le temps le faire, mais de temps en temps, il faut le faire. Bon, le groupe a rapidement commencé à faire parler, d'abord à Sannois, puis après dans d'autres clubs. À quel moment tu te dis « Ok, j'ai créé vraiment un truc différent » À quel moment je me dis, bah déjà, quand il y a de plus en plus de personnes qui me demandent de rentrer dans le groupe, là, je commence à me dire, ouais, il y a un truc. Et en fait, c'est que c'était une évolution. Ça a été une évolution. Au bout d'un moment, quand je me dis, on est quand même une centaine de personnes sur un groupe, en fait, sur un club, c'était en local. Hein, c'est-à-dire qu'en gros, on était à Sannois et le groupe permettait de sélectionner des joueurs de Sannois. Donc, on était 100 sur 400 adhérents. Donc, je me disais, bah voilà, on avait déjà sélectionné la crème de ce groupe-là. Et je me suis dit, bah, il y a des trucs à faire. Donc, c'est pour ça qu'après, j'ai structuré la communauté et j'ai créé différents groupes. J'ai créé le groupe compétition où à l'intérieur de ce groupe-là, les mecs, ils partageaient leurs résultats. Bon, il y avait beaucoup de vannes, il y avait beaucoup de trucs comme ça. Après, j'ai structuré le groupe pour qu'il y ait différentes annonces parce qu'après, je suis devenu juge-arbitre. Donc, on avait les différents groupes P25, P50, P100, P250, P500. Après, on a structuré la communauté. Et donc, je me suis dit, ouais, effectivement, c'est en train de prendre. Et puis surtout, quand on m'en parlait, en fait. Quand on m'en parlait, quand il y avait des gars qui venaient d'autres clubs pour me dire « Ouais, Franck, est-ce que tu peux poster une annonce sur ton groupe Alpha Paddle ?» C'est que là, je me suis dit, ça veut dire qu'on a quand même une résonance. C'est-à-dire quand même, on a une communauté qui est assez puissante. Et à vrai dire, aujourd'hui, c'est la plus grosse communauté du 95, du 78, du 93. Je crois même que ça ne doit pas être la plus grosse communauté de l'Île-de-France, mais ça ne doit pas être loin. Ça doit pas être loin. Parce que je crois qu'aujourd'hui, on est plus de 1400 à l'heure où je parle. À un moment, tu as lancé les tournois Alpha Paddle, ce qu'on appelait l'APT. Pour ceux qui savent et qui étaient présents, mettez-les nous en commentaire. À une époque où il y en avait encore très peu de tournois. Donc avec le recul, est-ce que tu penses avoir contribué à faire entrer certains joueurs dans la compétition? Alors l'APT, on appelait ça l'APT, c'était le Alpha Paddle Tournoi. C'était à une époque où il n'y avait pas beaucoup de tournois homologués. Donc
ce que j'ai fait, c'est que j'ai proposé un tournoi aux gars de la communauté Alpha Paddle en leur disant, voilà, vous avez un tour par semaine, vous mettez OK entre vous, et on fait le tirage au sort en direct sur YouTube. Les mecs venaient, et comme tout le monde se connaissait, on se vannait, ça avait une super bonne ambiance. Pareil, les gens qui étaient là à cette époque-là, mettez-le dans les commentaires, ça ferait toujours plaisir de vous lire. Et on avait réussi à négocier des partenaires pour qu'ils aient des lots. Donc on arrivait à avoir des plus gros lots que des tournois qui commençaient à être homologués. Même encore aujourd'hui, les tournois homologués, alors nous, je me souviens, on avait une coupe, et c'était la Ligue des Champions, le truc. Les mecs, on faisait graver leur nom sur la coupe, et les mecs, ils voulaient avoir leur nom gravé sur la coupe alors que c'était un tournoi non homologué. Il n'y avait pas de points à gagner. Je me souviens même d'un jour, il y avait une demi-finale ou une finale qu'on avait joué à Paddle 95. Il y avait plus de monde qui était venu voir ce match-là, qui était non homologué, qu'un tournoi homologué de l'époque. Bon, c'était à l'époque, hein, c'était pas aujourd'hui. Hein. Donc, en fait, ce truc-là, il a permis de donner le goût de la compétition à certains qui, ne trouvaient pas de tournoi, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup moins de tournois, et qui, deux, voulaient pas se lancer dans les tournois. Donc, en gros, les mecs, ils se sont dit, bon, on va pouvoir se lancer dans un tournoi où on connaît tous les gars, et voilà, on connaît le système, ça les rassurait un peu. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de mecs maintenant, je pense par exemple à Antoine Tumérel, Toto, la moustache, qui était de Sanois. Bah, maintenant, c'est un top joueur. Il est 800, je crois, ou 700, donc c'est quand même pas mal. Bah, il faisait l'Alpha Paddle tournoi. Brian Keolasi, Sabri Béouche, voilà, des super bons joueurs qui aujourd'hui sont très bien classés, qui ont de l'influence dans leur club. Brian, je crois qu'il est prof à Paddle Camp. Il est top 1000 aussi. Ou Sabri, il doit être 1500. Maintenant, il est professeur il est prof de paddle à Casa Paddle. Donc, effectivement, ça a donné le goût de la compétition à certains joueurs, où je pense encore à Vincent Couré, Mounir Zerouk, Yacine Mokrani, Jonathan Escuer. Bon, je pourrais en citer plein. Et excusez-moi pour tous ceux que j'oublie. Mais ouais, ça a donné le goût de la compétition. Puis c'était une époque où voilà, tout le monde se connaissait. C'était cool, tout le monde avait son tour. Puis après, il y avait un vrai enjeu de gagner. Donc c'était 2-7, 2-6. Je pense effectivement ça a mis le pied à l'étrier à certains pour aller dans la compétition. Bon, il y a eu à peu près 5 saisons, presque 30 équipes. On peut dire que c'est un beau succès, surtout pour un tournoi qui n'est pas homologué. Est-ce que tu penses d'ailleurs que c'est un succès, ou tu penses que ça aurait pu aller encore plus loin? Et d'ailleurs, pourquoi tu t'es arrêté? Moi, je pense que tout est cyclique. C'est-à-dire qu'en gros, la dernière saison, je crois que c'était 5 saisons. Pour être honnête, je m'en souviens plus. Mais à la fin, effectivement, on était 30 équipes. On avait fait des poules et tout. C'était un bête de tournoi. C'était un tournoi interne. Bon, déjà, je pense que c'était une bonne idée parce qu'aujourd'hui, je vois certains clubs qui, il y a un an, moi, même peut-être plus, 1 an et demi après la fin de l'Alpha Paddle tournoi, se lancent dans des tournois internes un peu avec le même fonctionnement. Donc, je me dis que c'était une bonne idée. Quand tu reprends ton idée, c'est que c'est une bonne idée. De toute façon, à partir du moment où tu es copié, t'es un peu vénère parce qu'on t'a copié. Ça veut dire que tu fais bien ton travail. Sinon, si on te copie pas, c'est que tu fais du taf de merde. Donc, faut que tu acceptes ça. Donc, je me dis que c'était une bonne idée. Et puis, après 5 saisons, en fait, j'avais fait un peu le tour de la question. Et en vrai, j'avais d'autres ambitions que simplement ce tournoi-là. Et je m'étais dit, bon, on avait fait un beau truc, ça a bien vécu. Voilà, ça se finit comme ça. Et on verra pour faire d'autres choses. Je pense qu'un jour, ça reverra le jour, mais sous une autre forme et avec plus d'ambition. Mais je pense qu'on avait été au bout du truc. Et en plus, il y avait plus de tournois homologués. Donc, je trouvais que c'était plus cohérent que ce soit là. Parce qu'à une époque où il y avait beaucoup moins de tournois homologués, bon, ok, maintenant des tournois homologués, il y en a quasiment tous les jours. Donc, ça me paraissait logique. Des fois, il y a des choses qui vivent, qui grandissent et puis qui meurent. C'est logique, en fait. Plus tard, tu deviens juge-arbitre. C'est une évolution logique ou une manière de reprendre le contrôle sur l'organisation. Comme je disais au début de l'interview, devenir juge-arbitre, pour moi, au départ, c'était juste connaître plus sur le sujet. Parce que je pense que quand on veut devenir très bon dans un sujet, il faut connaître beaucoup de choses. Ça ne veut pas dire qu'on doit tout connaître par cœur sur le bout des doigts, mais il faut connaître plein de choses sur le sujet. Je ne sais plus qui est-ce qui disait ça, mais en gros, si tu lis 10 livres sur un sujet donné, tu deviens plus expert que 90% des gens. Parce que effectivement, tu as quand même accumulé une dose de savoir qui est assez importante. Là, c'est pareil, je m'étais dit, voilà, tu joues beaucoup au paddle, donc forcément, tu commences à connaître le paddle, même si je connaissais pas tout. Je me suis dit, il faut que je connaisse plus sur les règles du paddle. Donc, c'est pour ça que je suis passé ma formation de juge-arbitre, de JAP1. J'ai beaucoup appris, ça m'a été très utile. Et puis après, je me suis dit, pourquoi pas être JAP2 ? Donc, j'ai passé ma formation de JAP2, c'était plus dur. Parce qu'à l'époque, le JAP1, c'était plus facile.
Aujourd'hui, c'est plus dur, ils resserrent un peu. D'ailleurs, je trouve que c'est très bien ce qu'ils font à la FFT parce que au début, ils ouvrent un peu les vannes, puis après, ils durcissent un peu. Donc après, j'ai passé mon JAP2, puis j'ai pour ambition d'essayer de passer mon JAP3, pourquoi pas. Alors, comme ça, j'apprends des trucs en fait. Et puis tant mieux. Et puis si ça me sert, tant mieux. Ça me sert pas, tant pis. Donc effectivement, pour moi, c'était une évolution logique. Après, je suis devenu un gros juge-arbitre. Quand j'aime pas le terme gros, parce qu'après, on croit que je suis gros, mais je suis pas gros, je suis quand même fit, hein, bordel. Et parce qu'en fait, je voulais apprendre, en fait. Je voulais faire des tournois, je voulais apprendre. Et aujourd'hui, effectivement, il y a plein de centres qui me font confiance en tant que juge-arbitre. D'ailleurs, je les remercie tous. C'est vraiment dans le but d'apprendre et puis d'étendre mon réseau, de connaître plus de joueurs. Aujourd'hui, je connais vraiment beaucoup de joueurs, enfin dans le coin, hein, dans le 95, dans le 78, puisque c'est plutôt là où j'exerce. Et je trouvais ça intéressant pour étendre mon réseau. Bon, aujourd'hui, alors on se parle, il y a 1400 membres dans la communauté Alpha Paddle. Est-ce que tu maîtrises encore ou ça t'échappe un peu? C'est un peu des deux en vrai. Hein. Je maîtrise encore parce que j'ai fait des choses pour faire en sorte que je maîtrise. C'est-à-dire que les accès au groupe, c'est toujours moi qui maîtrise. Mais après, tu sais, c'est un peu... c'est Frankenstein, les trucs concrets. Tu vois, si tu prends... j'aime bien faire des parallèles avec la musique. Tu prends un mec qui fait une musique qui est connue, enfin qui fonctionne plutôt, qui marche. Des gens qui écoutent la musique 30 ans plus tard, bah, le truc lui échappe en fait. C'est plus à lui. La musique, elle appartient aux autres. Bah, je pense que c'est pareil avec ce qu'on crée. Quand c'est quelque chose qui fonctionne, bah, ça t'appartient toujours parce que c'est toi qui as été le fondateur. C'est toi qui as créé les choses. Mais après, ça appartient aux gens. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une vraie équipe Alpha Paddle derrière toi? Si oui, de qui elle est composée et comment tu l'as construite? Alors oui, Alpha Paddle, c'est une équipe. C'est une équipe. Déjà, moi, au départ, j'étais tout seul sur le projet. Après, je me suis associé avec Nouad. Elle nous a rejoint dans le projet. Enfin, elle m'a rejoint pendant le projet. Puis après, il y a eu Mounir. Mounir qui est juge-arbitre. Et je lui ai filé quelques coups de main pour qu'il puisse être dans différents centres. Je tiens à préciser qu'il n'y a aucune relation de subordination. C'est juste, je lui file des coups de main. Le mec, je le mets dans des centres parce que c'est un mec que j'apprécie, qui est droit, qui fait bien son travail. Donc voilà, si je pouvais l'aider. Donc voilà, il représente Alpha Paddle. Je suis très fier qu'il le représente. Et on a aussi Nima. Nima, c'est mon meilleur ami. Il a créé la future application Alpha Paddle qui, au jour où je te parle, on a déjà rentré 1100 joueurs pour professionnaliser l'inscription au tournoi et la participation des joueurs au tournoi. Pendant le avant, le pendant, après. Mais je crois que tu as prévu une interview avec lui, donc on mettra le lien en description pour parler de ce sujet-là. Et je pense que d'ici très peu de temps, il va y avoir aussi une nouvelle personne qui va nous rejoindre. Je ne sais pas si je peux citer son nom, mais allez, on va le citer. Vince, alias Le Ressort, qui va nous rejoindre. Moi, j'ai qu'un critère pour travailler avec les gens, c'est la loyauté et l'intégrité. Pour moi, c'est des critères qui sont primordiaux. Tu peux être un peu moins bon, c'est pas grave. La qualité professionnelle, ça s'acquiert avec le temps. Mais la loyauté et l'intégrité, pour moi, c'est des facteurs qui sont vraiment indispensables et que j'ai... ça doit être mon côté italien, c'est mon côté sicilien qui veut ça. J'aime bien le côté famille, le côté meute, ça rejoint Alpha Paddle, ça rejoint le loup. J'aime bien tout ça. Bon, entre nous, c'est devenu un plaisir à gérer ou parfois, t'avoues que c'est un peu une galère, c'est un peu un enfer? Parfois un enfer. C'est vrai. Mais le lot de tout créateur de projet, de tout entrepreneur, c'est d'avoir 70% d'emmerde pour 30% de succès. Et je pense que les 30% de succès gomment les 70% d'emmerde. Donc il faut juger par rapport au succès qui font que ça gomme tes emmerdes. Donc excusez-moi, je suis un peu cru. Mais je pense que c'est réellement ça. Et je me suis déjà mangé des shitstorms avec Alpha Paddle. Je me souviens d'une fois où il y a eu toute une histoire sur le tournoi, Alpha Paddle tournoi, parce que j'avais le Covid, j'avais voulu décaler un match. Les mecs m'étaient tombés dessus parce qu'ils avaient dit que c'était pas les règles. On avait cru que c'était Roland Garros, ce truc. Tu vois. Ils me sont tous tombés dessus. Parce qu'évidemment, quand tu es au devant d'un projet, c'est toi qui te manges toutes les emmerdes. Il faut que tu aies le dos large. Et quand tu as le succès, tout le monde veut se le partager. Pardon. Je le sais. Des fois, c'est dur. Et puis, il y a des fois aussi des personnes qui veulent te mettre des bâtons dans les roues parce que tu as des succès. C'est le lot, c'est comme ça. Faut se défendre, faut pas se laisser faire. Surtout quand c'est injuste. Mais c'est normal. Moi, je vois toujours la vie un peu sous forme de guerre. Je crois pas au truc. On est tous une famille, tout ça. Et quand je dis forme de guerre, c'est pas d'un point de vue où je veux tuer l'autre. C'est plutôt d'un point de vue où je veux gagner. Et c'est comme sur le terrain. Moi, je respecte tout le monde sur le terrain. Grand, vieux, petit, noir, blanc, femme, homme. Je les respecte tous. Mais je veux tous les tabasser.
C'est-à-dire qu'en gros, à la fin, je veux gagner. Je veux être le meilleur, je veux gagner. Mais en respectant toutes les règles. Je tiens vraiment à le préciser. C'est-à-dire que je ne vais pas faire un coup de filouterie, mais je veux respecter vraiment toutes les règles. Mais à la fin, je veux le tabasser. J'ai fait un peu de boxe. Et quand j'avais des jeunes en face de moi qui avaient 20 ans et qui me tabassaient, je leur disais tout le temps, écoute, j'ai 40 ans. Pars pas du principe que j'ai 40 ans, il faut que tu me tabasses. Parce que je trouvais que c'était une marque de respect. Et ben moi, c'est pareil sur le terrain. T'es petit, t'es gros, t'es jeune, t'es vieux. Si t'es vieux que tu vas pas vite, je te ferai des amortis. Si t'es une femme, je t'enverrai un gros match. Enfin, si c'est en tournoi, pas si c'est en match amical. Si t'es un peu vieux, je te ferai des lobes pour que tu retournes en arrière et je te referai un amorti. C'est comme ça, c'est la vie. Alors, dès le début, bon, en off, pas en on, tu parlais déjà de faire un podcast, de faire une chaîne YouTube, tu parlais d'applications, de marques. T'étais vraiment visionnaire ou t'as construit ça au fil de l'eau? C'est une bonne question. Visionnaire, je sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que moi, j'adore la marque. J'adore les marques. D'ailleurs, je porte un jogging Lacoste aujourd'hui. Je trouve que l'identité de marque, c'est ce qui fait la force d'un business, d'une entreprise. Il ne faut pas oublier que le paddle aussi, il y a du business dans le paddle. C'est logique, c'est normal. Les gens payent pour jouer au paddle. Il ne faut pas oublier qu'à partir du moment où tu payes, il y a une relation commerciale qui se crée. Et je pense que le fait de créer une marque, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours plu. Une marque, pour moi, c'est un symbole d'appartenance. D'ailleurs, on le voit d'ailleurs avec les clubs. Quand on prend un club qui veut jouer contre un autre club, des fois, il y a des rivalités historiques entre deux clubs. Parce que le gars se sent vraiment... Il a chevillé au corps ce degré d'appartenance au club. Il se dit, moi, je suis du club de... Je sais pas, je vais donner un club, mais... Cherchez pas les histoires, hein, les gars. Je sais pas, moi, je suis du club de Sannois, quoi. Moi, je suis du club de Sannois et je déteste le club de, je sais pas moi, de Montmagny, quoi. On s'aime pas depuis. Le gars, en fait, c'est juste une ville, quoi. Mais il a ce sentiment d'appartenance. Bah, on peut reprendre l'exemple dans le football. Le PSG, le fan de PSG, il déteste le mec de Marseille, tu vois, parce qu'il a ce degré d'appartenance. Il va porter le maillot, il va être fier. Bah, moi, c'est ce que je voulais un peu. J'adore tout ce qui est concept de marque, créer une marque, sentiment d'appartenance. Et je trouve en plus qu'on est plus fort en tant qu'être humain. On a besoin de se rapprocher de groupes pour se sentir plus fort. L'être humain est un animal social. Je précise que si des fois j'articule pas, c'est parce que je porte des gouttières et que ça me cause des problèmes pour l'élocution. L'être humain est un animal social. Il a besoin d'être en groupe pour exister, pour se sentir protégé. C'est logique. Si tu es tout seul dans la nature, tu vas te faire becter. Bon, c'est plus le cas aujourd'hui, mais c'est ancré dans notre cerveau reptilien. Bah, c'est pareil. Tout le monde a besoin d'avoir un sentiment d'appartenance à n'importe quel groupe d'ailleurs. Bon, aujourd'hui, Alpha Paddle, c'est pas un club. Alors, pourquoi ce choix de ne pas t'ancrer dans un lieu physique? En fait, on m'avait déjà fait plusieurs propositions pour me dire « Ouais, Franck, vas-y, Francky, on va monter un club, on aimerait bien que machin, que bidule. » Mais moi, en fait, quand je vois un club, je vois des tas d'emmerdes. Je vois vraiment beaucoup de problèmes. Je vois payer le foncier. C'est dur de trouver un local. Ça te coûte très cher. Si on est dans la région parisienne, j'en parle même pas. Puis il y a des employés. Le mec, il va te dire « Je suis malade. Ceci, cela. Gérer les gens. » Moi, je vois tout ça. Et moi, dans toutes les entreprises que j'ai montées dans le passé, j'avais qu'un leitmotiv, c'était un minimum d'emmerde pour un maximum de gains. Parce qu'effectivement, quand tu as tout ça à gérer, c'est des emmerdes. Je dis pas que c'est pas bien, mais moi, c'est juste que ça me convient pas. Moi, je suis plutôt dans le digital. Le digital, c'est d'autres problèmes. C'est des mecs qui commentent. Voilà, c'est d'autres styles de problèmes. Mais j'aime bien avoir ce côté-là de liberté. Pour moi, un entrepreneur, c'est un mec qui est libre. Et c'est un coup d'être libre. Mais pour moi, je trouve que c'est plus fort que d'être ancré justement physiquement à un lieu. Aujourd'hui, soyons clairs avec toutes les personnes qui regardent cette vidéo, et j'espère qu'elles seront des milliers. C'est quoi ton ambition réelle avec Alpha Paddle? C'est d'en faire une marque incontournable. C'est d'en faire un acteur majeur du paddle. Que ce soit par la création du média. J'avais dit que je voulais créer un média. Comme je disais tout à l'heure, on a quand même un beau succès pour 2 vidéos. On fait 17 000 vues. Je me suis dit, putain, on est dans une niche, le paddle, c'est incroyable, quoi. C'est d'en faire un acteur incontournable du paddle. Ça, et il y a un truc qui me chauffe. Alors, j'aime bien faire un peu du teasing. J'aimerais bien un jour signer un partenariat avec une marque de raquettes et que sur une des marques de raquettes, il y ait marqué Alpha Paddle et qu'il y ait avec le logo Alpha Paddle. Qu'il y ait des exemplaires limités, mais que ce soit pas pour vendre, ce serait même pas pour le business, c'est juste pour la conception de l'image de la marque, quoi. Qu'on ait une marque de raquettes avec le logo Alpha Paddle.
Ce serait incroyable. Ce serait vraiment pour moi, je me dirais, putain, je joue avec la raquette, je sais pas de quelle marque, même si j'ai des marques que je préfère. Mais voilà, je me dirais, ça serait trop stylé, quoi. Ça serait une certaine forme d'aboutissement. Je me dis, putain, on part d'un groupe où il y a 6 mecs. À la fin, on devient un média. Et puis d'autres choses encore dont on peut pas parler aujourd'hui, parce qu'on a des projets avec Nouad. Mais je me dis, ouais, ça serait mortel, quoi. En fait, ça serait une certaine forme de puzzle et on assemble toutes les pièces pour faire un puzzle Alpha Paddle. Alors, si je te pousse un peu, tu construis un projet ou tu essaies de créer un vrai mouvement dans le paddle? Un mouvement dans le paddle. Je me cache pas, en fait. Hein. Moi, de toute façon, je me suis jamais caché. C'est comme les mecs, tu sais, ils avancent un peu masqués, ils me font rigoler. Souvent, on me dit, ouais, mais juge-arbitre, parce qu'en ce moment, j'entends beaucoup dire ça. Ouais, juge-arbitre, vous êtes là juste pour palper de l'oseille, faire de l'oseille. Alors, bien évidemment qu'il faut gagner de l'argent. Et qui ne veut pas gagner d'argent? Heureusement que les clubs gagnent de l'argent. Moi, je suis pour que tout le monde gagne de l'argent. Parce que quand tu gagnes de l'argent, tu peux réinvestir cet argent-là pour faire de meilleurs projets. Sans argent, tu fais pas de projet. Ça marche pas. Tu peux dire, t'es le plus gentil du monde, tu fais payer personne, mais à la fin, ton projet, il marche pas. Donc, au bout d'un moment, il faut faire payer les gens. C'est logique. C'est là que tu peux créer vraiment des belles choses. Et moi, j'invite toutes les personnes qui regardent cette vidéo à dépenser de l'argent. Alors, bien évidemment, en fonction de leurs moyens, mais dépenser de l'argent dans les clubs qu'ils estiment. Faites fonctionner les clubs. Faites fonctionner les marques. Parce que demain, si c'est vraiment votre passion et que vous adorez faire ça, bah, il faut dépenser de l'argent. Moi, quand je vais dans un club, je suis juge-arbitre. Le juge-arbitre, le club me fait gagner de l'argent en tant que juge-arbitre. Ça me paraît logique, et je le dis toujours avec les personnes avec qui je travaille, dépenser de l'argent au bar. Parce que l'argent que vous donnez, bah, ça va dans les caisses de la personne qui vous nourrit. Alors, bien évidemment, il ne faut pas dépenser des centaines d'euros à chaque fois que tu vas dans ton club. Mais c'est un flux, l'argent. Donc, quand le joueur de paddle il participe à l'économie du club, le club, il a envie de faire des trucs pour les joueurs. Il a envie d'avoir des beaux terrains. Il a envie de faire des événements. Donc, c'est un flux. Il faut, si vous aimez le paddle, participer à l'économie du paddle. Qui tu aimerais voir sur le podcast Alpha Paddle sur ce fauteuil pour parler du monde du paddle? Alors moi, j'en ai un que je veux vraiment avoir sur le fauteuil. Enfin, j'en ai deux. Le premier, ce serait Cyril Hanouna. Parce que ça fait longtemps que je me dis que j'aimerais l'avoir. Alors déjà, pour être clair, je suis quelqu'un de très franc. C'est que ça ferait décoller la chaîne. J'en suis persuadé, même si là, on a quand même une belle audience, c'est cool. Mais ça ferait décoller la chaîne. 2, c'est un personnage clivant. J'adore les personnages clivants. Parce que je trouve que justement, j'aime bien quand c'est des opinions tranchées. Qu'on soit d'accord ou pas avec eux, j'aime bien. Et quand c'est tiède, je trouve ça un peu mou, quoi, tu vois. Et 3, parce que en plus, je trouve que qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est pas le sujet. C'est une personne qui a mis le paddle au devant de la scène. Et ça, moi, je trouve qu'il faut être reconnaissant envers toutes les personnes qui font la promotion du paddle en France. Ça, je trouve que, quoi qu'il se passe, tout acteur qui fait des choses, il faut respecter les personnes qui font des choses. Il a fait des choses. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il a fait des choses. La deuxième personne, c'est la personne en charge du paddle au sein de la FFT. Ouais, j'aimerais bien l'avoir sur le fauteuil parce que je pense que je pourrais le cuisiner sur plein de petites questions un peu piquantes. Parce que j'entends les joueurs qui disent des choses sur la FFT. Moi, il y a des choses où je suis pas d'accord avec la FFT. Il y a des choses que je trouve qui font mal. Mais il y a aussi beaucoup de choses qui font bien. Donc, je pense que ce serait intéressant d'avoir des informations sur ça pour savoir. Parce que des fois, il y a ce qu'on voit et il y a la réalité. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'ils font et nous, on se dit, c'est de la merde ce qu'ils font. Mais ils le font pour une certaine manière, dans un certain but. Ils réfléchissent, les mecs, ils sont pas cons quand même. S'ils font des choses, c'est pas pour faire chier les gens. C'est comme nous quand on fait des choses avec Alpha Paddle, à notre modeste échelle, je tiens à le préciser. On fait pas des trucs pour faire chier les gens. Si on fait des choses, c'est parce qu'on estime qu'elles sont bonnes. Comme le juge arbitre, quand il prend des décisions de mettre des jeux de pénalité à un mec qui est en retard, il fait pas ça pour faire chier le joueur. Il fait ça parce qu'il doit respecter une organisation globale d'un tournoi. C'est pareil avec la FFT. Donc ça serait intéressant, je pense, d'avoir la personne en charge de la FFT sur le fauteuil d'Alpha Paddle. Comme ça, je me ferais plaisir de lui poser des questions qui piquent. Bon, là, on va faire une séquence un peu spéciale. Je ne sais pas si tu la connais. C'est questions au prochain invité. Tu poses une question au prochain invité. Tu ne sais pas qui c'est, mais ta question, elle doit être marquante. Donc, c'est quoi ta question? Alors, est-ce que tu penses qu'un jour, la France sera au même niveau que les nations qui dirigent aujourd'hui le paddle dans le monde, c'est-à-dire l'Espagne, ou même dans un second degré, l'Argentine? Bon, maintenant, on va faire une séquence, je ne sais pas si tu l'as vu, sur les réseaux, on a une séquence qui s'appelle les questions qui piquent. C'est simple, tu dois répondre juste par oui ou par non, et tu as le droit à un seul joker.
Est-ce que tu es prêt? Allez, je suis prêt. Est-ce que sans toi, Alpha Paddle s'arrête quasiment du jour au lendemain? Non. Est-ce que tu t'es déjà lancé dans des projets en étant complètement dans le flou? Non. Est-ce que tu as déjà pris des décisions en sachant que certains allaient les trouver injustes? Oui, et je tiens à compléter, je pense que c'est indispensable. À partir du moment où, tu sais, c'est un peu comme les politiques. À partir du moment où tu as une communauté, où tu as des gens qui te suivent, où tu es en charge de quelques responsabilités, qu'elles soient, tu prends des décisions, il y a des gens qui vont être d'accord, il y a des gens qui vont pas être d'accord. En tant que leader d'un mouvement, de quelque chose que tu gères, tu sais qu'il va y avoir des gens qui vont pas être contents. C'est logique. Il faut en être conscient. Si tu cherches si tu cherches à plaire à tout le monde, à la fin, tu plais à personne. Donc, il faut être conscient de ça. Est-ce que tu aimes garder le contrôle sur tout ce qui touche à Alpha Paddle? Oui. Est-ce que tu t'es déjà pris pour un personnage important du paddle alors que tu es encore un petit acteur? Non, parce que moi, je le dis tout le temps, je suis personne en fait. Même quand les mecs ils m'envoient des messages, moi je suis très content. Hein. Franchement, les mecs, bravo, merci beaucoup. Mais voilà, je suis personne et je suis pas un joueur de ouf. Et je fais juste mon truc de mon côté, pardon, et j'ai envie de faire les choses bien. Et je le répète, j'ai envie d'être le meilleur. Est-ce que ton projet te sert autant que tu le sers? Oui. Est-ce que certaines personnes te suivent plus pour toi que pour ceux que tu proposes réellement? Oui et non. Bon, c'est un peu entre les deux là, mais oui, parce qu'il y a des mecs qui m'aiment bien, ils me suivent. Et puis il y en a d'autres, ils me suivent juste pour ce que je fais. Je pense que c'est un peu des deux. En vrai, c'est un peu des deux. Est-ce que tu as déjà douté au point de te dire que tout ça pouvait s'arrêter? Oui, parce qu'à une époque, il y a des personnes qui m'ont cherché un peu du mal, qui ont voulu me faire du mal. Et c'est vrai que des fois, tu dors moins bien parce que tu te dis que tout peut s'arrêter. Et tu te dis, du jour au lendemain, alors que tu estimes avoir bien fait les choses, et puis que tu as des très bons rapports avec les clubs, il faut le souligner. Hein. Moi, tous les clubs avec qui je travaille, d'ailleurs, je leur passe la dédicace. Maktoum, Sofiane, Zouir, Myriam du PFC Beauchamp, toute l'équipe du 2v2 Paddle, Mante La Jolie avec Julien Blot, Alban et Antoine et Victoria de Lassie, le tennis club de Pontoise avec Guillaume Chauveau, Paddle Max 95 avec Enrique Escudero. Voilà, ils me soutiennent, ils sont toujours là. Donc, c'est peut-être qu'on fait du bon travail aussi, mais c'est vrai qu'il y a une période, il y avait des problèmes. Et bon, ça sert à rien d'en parler là, mais c'est vrai que je dormais moins bien et que voilà, ça me créait des soucis parce que tu te dis que du jour au lendemain, parce que quelqu'un t'apprécie pas ou des personnes te veulent du mal, ça peut s'arrêter. Et c'est vrai que c'est pas agréable, quoi. Tu t'imagines bien que construire quelque chose avec de l'abnégation, de la sueur, beaucoup de travail, parce que les gens ne se rendent pas compte, mais c'est beaucoup de travail. Hein. Mine de rien, un podcast comme ça, c'est de l'argent. On paye tout le studio, on a beaucoup de temps. D'ailleurs, je remercie Nouad parce qu'elle s'en occupe très bien de trouver les invités, de discuter avec eux. Moi, je m'occupe de rédiger les questions, puis le montage, puis ceci, puis cela, puis la programmation, puis machin. C'est beaucoup de travail, tout ça. Et donc, tout ça, ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Effectivement, ça peut te causer des problèmes. Est-ce que ton ambition aujourd'hui dépasse clairement ce que tu es capable de gérer? Non, il faut pas avoir de limite. Il faut pas avoir de limite. Je suis pas très bon en anglais, mais c'est The Sky is the limit, je sais plus quoi là. Dédicace à mon prof d'anglais, monsieur Gauthier. Mais non, je pense qu'il faut pas avoir de limite. Il faut pas avoir de limite. Si tu te limites, tu te dis quoi en fait? Tu peux pas y arriver. Moi aujourd'hui, avec ce qu'on fait, je me dis, il y a 2 ans, jamais j'aurais pensé un jour, là on va interviewer plein de gens super cool du paddle qui ont répondu présent, pardon, et des acteurs majeurs. Et je me dis, c'est super cool qu'ils viennent sur le média, quoi. On est personne. Et ils viennent. Donc, je me serais dit ça il y a 2 ans. Non. Donc, non, faut pas se fixer de limite. Est-ce que tu as déjà eu l'impression d'être dépassé par ce que tu as créé? Non. Est-ce que tu as déjà ignoré des messages parce que t'en pouvais plus? Tous les jours. Oui. Est-ce que tu prends parfois des décisions plus pour préserver ton image que pour le projet en lui-même? Oui. Est-ce que tu sais réellement où tu vas avec Alpha Paddle? Oui.
Est-ce que ton projet repose encore en grande partie sur de l'improvisation? Non, jamais, jamais, jamais l'improvisation. Ça sert à rien l'improvisation. Y aura-t-il un jour un club Alpha Paddle? Non. Et y aura-t-il un jour une gamme de textiles Alpha Paddle? Non, d'ailleurs je peux compléter, on a fait les casquettes, il n'y en a que 5 aujourd'hui. Et je parlais de ça avec Nima, qui gère l'application Alpha Paddle. Moi je pense justement il faut pas vendre. Parce que vendre ça veut dire que n'importe qui peut l'acheter. Donc si n'importe qui peut l'acheter, c'est que quelque part la marque c'est n'importe qui. Donc moi les casquettes je les donne. Je les donne à toutes les personnes que j'estime, qui ont les mêmes valeurs profondes que ce que je suis en train de créer, ou qui m'ont aidé à un moment ou à un autre. Et comme ça, en plus, ça permet de créer un signe distinctif. C'est-à-dire que toi, tu l'as, l'autre ne l'a pas. Et je pense que ça, c'est très fort, visuellement parlant. Parce qu'on désire toujours plus quelque chose qu'on ne peut pas avoir que quelque chose qu'on peut avoir très facilement. Si on enlève ta présence, est-ce que Alpha Paddle tient encore debout? Aujourd'hui, non.